Merci. Merci Nicole de l'invitation aussi. Je vois certainement des liens entre les communications, surtout l'idée qui revient des choix et des parcours en particulier. Moi, j'ai voulu parler un peu du contexte de société et puis de la représentation qu'on a de la mobilité, parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Je le vois un peu comme un élément transversal à explorer en éducation à travers les différents paliers. C'est aussi, je pense que du fait que c'est le 15e anniversaire de l'Observatoire, je sais que la question de la mobilité a beaucoup été étudiée, et aussi pour moi, parmi les premières activités de l'Observatoire, je pense que c'était un des colloques à la place où Annie t'avait présenté un peu une revue de la littérature, ça m'avait beaucoup inspiré sur la suite de mes travaux. Même chose avec Nicole sur dans l'Observatoire avec les échanges qu'on a eu, les réflexions, les recherches sur l'immigration en contexte francophone néolocal. Donc moi, j'ai pensé vous parler rapidement à partir de 3 éléments. Je vais faire un retour sur la question de la mobilité sociale en éducation à l'ère des nouvelles formes et représentations de la mobilité spatiale. Je voudrais soulever une situation éducative qui m'apparaît paradoxale, puis finir avec quelques questions, peut-être à la discussion ou des éléments politiques. Donc, je vais peut-être suivre un petit peu mon texte pour rester dans les limites de temps, moi aussi. Donc, au niveau de la mobilité sociale, de la mobilité spatiale, donc on sait que la notion de mobilité en éducation a été comprise traditionnellement au sens d'une mobilité sociale, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'examiner le rôle que jouent les établissements de formation en tant qu'instrument de cette mobilité. C'est assez classique. Donc, pourquoi faire des études, pourquoi faire des longues études, pourquoi faire des études de plus en plus longues. Puis, on a l'image d'une ascension sociale par l'éducation et inversement d'une exclusion sociale aujourd'hui, faute d'éducation ou par manque du bon type d'éducation ou de la bonne filière. On parle depuis un bon nombre d'années aussi d'un contexte mondialisant et de changement dans la façon dont les sociétés abordent le mouvement. On a l'image d'un monde en réseau, à la fois plus petit, plus grand, un nouvel imaginaire du mouvement pour le mouvement, si on se réfère aux travaux de Barrel et Monticelli, un nouveau paradigme, quand on parle de Scheller et Urey à la Durel. On a tous cette image de la planète Terre vue de l'espace, vue de haut, alors que très peu d'êtres humains ont actuellement vu de leurs propres yeux cette image de la Terre. On est beaucoup, je pense, dans les représentations. Donc, pour donner une brève définition, on dit que finalement le contexte des nouvelles mobilités enverrait tout au moins à l'idée d'une circulation plus fluide des personnes, des idées et de la technologie au sein de la société. Alors, dans un tel cadre, je me suis intéressée en fait aux travaux de Vincent Kaufmann, qui précise que l'enjeu de la mobilité sociale ne se limite plus aujourd'hui à la conception plus classique d'un modèle d'aspiration unique qui serait circonscrit à la phase socio-professionnelle, donc une circulation verticale. Il dit que la réussite peut aussi ainsi se définir de plusieurs façons et prendre forme dans diverses sphères d'activité. Lui, il ne parle pas d'éducation, mais plutôt de la sociologie urbaine. Et il évoque ainsi qu'il est possible d'imaginer la mobilité sociale à partir de l'idée d'une circulation horizontale. Alors, la question de l'accès et de la reconnaissance de l'expérience ou du type d'expérience de la mobilité devient alors un enjeu important. Kaufmann nous rappelle, et on peut le penser de nous-mêmes aussi, que les individus n'évoluent pas dans les mêmes espaces et n'ont pas les mêmes univers de choix. Donc, c'est une approche qui met en relation mobilité sociale et mobilité spatiale. Alors, moi, je trouve que ce nouveau contexte nous incite vraiment à tenir compte de l'usage que font les jeunes des opportunités qui viennent d'enrichir le parcours éducatif et personnel, ainsi que les transformations qui prennent forme au sein des institutions éducatives. Alors, j'en arrive à la situation qui est peut-être, que je trouve un peu paradoxale. Donc, on sait que l'école, pris au sens générique du terme, constitue un univers de sens particulier. Et à cet effet, l'image d'une jeunesse mobile, ou encore celle des bienfaits de la mobilité en relation au parcours éducatif, n'est pas neutre. Donc, Kaufmann, puis aussi Nathalie Tamin, font l'état d'une nouvelle doxa, au sens d'un ordre social implicite de valeurs venant s'ancrer dans les esprits. En éducation, cette valorisation de la mobilité en contexte mondialisant se manifeste par des initiatives d'enrichissement du parcours scolaire. Annie en a beaucoup parlé. Donc, on peut penser, par exemple, au programme à Toronto, c'est assez
répandu le programme du bac international qui est offert dans les écoles secondaires et qui repose sur une vision internationale du curriculum. On peut penser aussi aux nombreux programmes de langue, aux programmes d'échanges internationaux pour les étudiants, au phénomène des écoles internationales. L'idée aussi, par exemple, que même les lycées français qui, au départ, se présentaient comme des lycées français, se présentent maintenant comme des écoles internationales, c'est un changement simplement au niveau des discours. Alors, on est dans l'ordre de devenir à construire à travers l'expérience de la mobilité. Si je reviens à Kaufman, il élabore aussi le concept de motilité. On aime les mots, mais c'est intéressant parce qu'il dit que ce concept-là pour traiter du potentiel de mobilité des acteurs. Donc, ce qu'il dit, c'est que la motilité, le rapport à la mobilité, serait une ressource dont l'ingéniosité des solutions influencera les parcours de vie. Je pense que ça fait écho aux autres présentations. Mais si la réussite peut se définir de façon plus large, je pense qu'il est aussi important de poser la question des nouvelles normes de réussite qui prennent forme en éducation. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on dit que si on a un bon étudiant devant soi, un bon élève, souvent c'est beaucoup en lien avec cette expérience-là internationale et autres, le fait de maîtriser plusieurs langues et pas n'importe quelle langue, certaines langues plus que d'autres. Et donc, je vois un paradoxe qui se développe sur deux registres. Tout d'abord, la priorité accordée à l'emploi actuellement dans les milieux d'éducation aurait tendance à confiner l'élève, l'étudiant, au rôle d'apprenant stratège dans la course au meilleur diplôme. À cet effet, il y a plusieurs enquêtes qui ont été menées dans les dernières années qui portent en particulier sur l'expérience transnationale des étudiants. Et donc, ces enquêtes-là ont traité en particulier des stratégies mises de l'avant par les parents pour qui la promotion de valeurs citoyennes, au sens de se sentir bien dans n'importe quelle ville du monde, les échanges internationaux ou l'acquisition de compétences plurilingues. Là, ici, il faut entendre les langues dominantes, plus que pas n'importe quelle langue, sont source d'un nouveau capital social à cultiver. Il va de soi, par contre, que la question de l'accès à l'emploi est importante dans une perspective de mobilité sociale et qu'un système éducatif plus ouvert qui soutient des aspirations de parcours éducatifs plus individualisés est également important. Mais il s'agit toutefois de ne pas perdre de vue que la mobilité est une ressource à laquelle peuvent avoir accès certains élèves plus que d'autres. Et donc, ce serait l'idée de comprendre vraiment cette articulation-là entre mobilité sociale et mobilité spatiale. La deuxième partie de mon paradoxe, c'est que, par ailleurs, la reconnaissance de l'expérience de mobilité des jeunes est aussi affaire de légitimité. Les déplacements, les conditions de déplacement n'ont pas tous la même valeur. Comme le font remarquer certains auteurs comme Goldstein, la prise en considération de populations étudiantes hétérogènes, de même que la formation des professionnels de l'éducation, font partie encore aujourd'hui des grands enjeux auxquels sont confrontés les établissements d'enseignement. Donc, on le voit, la stigmatisation, c'est ressorti dans notre panel, qui persiste quant à certains publics scolaires et établissements d'enseignement. Donc, par exemple, cette idée on va avoir des écoles qu'on dit des écoles d'élite, à côté, on va avoir des écoles qu'on dit des écoles de centre-ville. En fait, ce sont, dans un cas comme dans l'autre, des étudiants, des élèves qui sont en cours de mobilité, mais ce n'est pas reconnu de la même façon, ça n'a pas du tout la même valeur. Et donc, il est important, à mon sens, de relier les deux phénomènes, les circuits d'élite et la stigmatisation, et non de les voir séparément lorsqu'il s'agit de comprendre l'expérience éducative de jeunes à l'ère des nouvelles formes et représentations de la mobilité spatiale. Donc, j'en arrive à mes questions. Donc, dans le cadre d'une réflexion sur l'élaboration de politique jeunesse, il est important, à mon sens, de se demander ce qui va de soi, lorsqu'il est question des nouveaux types de mobilité et représentation qui influencent la vie des jeunes. Quels sont les usages courants, mais aussi les possibilités d'ouverture, encore à l'imaginer pour la plupart, pouvant soutenir les parcours et aspirations de jeunes. Et donc, il s'agirait de mieux comprendre comment les institutions sociales, éducatives de jeunes et autres peuvent naviguer dans cette dynamique particulière qui consiste à soutenir une expérience éducative aujourd'hui plus singulière et à s'ajuster aux pressions sociales, notamment les pressions économiques. Merci.